Mesdames et messieurs, bonjour. Je crois que voilà, nous avons entendu les 5 minutes réglementaires. Donc nous allons commencer pour ne pas faire perdre trop de temps à l'après-midi qui s'annonce. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux dans cette salle Martin Bonnemer au sein de notre institution, malgré l'attrait que pouvait représenter cet astre rayonnant qu'on appelle le soleil et que des fois on a tendance à oublier dans notre région, sous les brumes qui la recouvrent parfois. Donc vous êtes venus pour participer à un nouvel événement lié à un anniversaire. Cet anniversaire, c'est celui du bicentenaire de l'ECAL, une institution qui fait vivre la typographie au jour le jour, qui la développe, qui l'enrichit. Et nous sommes nous-mêmes les conservateurs, d'une certaine manière, de ce patrimoine typographique dont nous allons, durant cette conférence, présenter quelques trésors conservés sous nos pieds et quelques grands noms qui ont pratiqué cet art magnifique de la typographie. Donc ce bicentenaire, avec une prestigieuse institution voisine, sont l'occasion de mettre en lumière cet art typographique dans ce qu'il a de plus contemporain et de vivant, et c'est la partie qui vous sera présentée tout à l'heure et qui relève des compétences et du talent créateur des professeurs et des étudiants de l'ECAL. Mais pour tout ce qui est de la partie patrimoniale, et ce qui était intéressant dans notre partenariat, dans notre association, eh bien, c'est de voir comment la typographie s'est matérialisée dans les livres précieux que nous conservons dans nos réserves. L'héritage de ces créateurs du passé n'est pas mort, et nous verrons au fil de notre parcours qu'il est au contraire présent, sous nos yeux, presque quotidiennement. Mais revenons sur quelques notions de base technique, notamment pour définir en quelques mots la typographie, l'art de la typographie, avant même les typographes. Le terme de typographie vient des mots grecs typos, empreinte, et graphia, écriture. Il s'agit donc d'une écriture par l'empreinte, et plus exactement par l'impression. Et comme je vois que mon fils est arrivé et que j'avais dédié cette séquence rien pour lui, je vois que je t'inspire grandement par ton bâillement, je vais donc pouvoir vous montrer qu'effectivement, non, je dois briser quelques rêves, ce ne sont pas les Schtroumpfs qui ont invité la typographie, mais en voici quand même quelques éléments dans un album récent de ces petits personnages bleus, qui effectivement, des émules de Gutenberg, ou des prédécesseurs de Gutenberg, montrent en quelques vignettes à destination des enfants comment l'art typographique est né avec ses petits caractères mobiles et, comme le dit le personnage du Schtroumpf bricoleur en bas, tu vois, ça schtroumpfe. Alors comment ça a schtroumpfé? Eh bien rappelons d'emblée que le principe de l'imprimerie n'est pas né en Europe, mais bel et bien en Orient, et plus exactement en Chine, aux environs du VIe siècle de notre ère. Alors il ne s'agissait évidemment pas encore du principe de la typographie, mais plus exactement du principe de la xylographie. Autrement dit, des impressions réalisées à partir de planches de bois gravées, un matériel qui, par sa nature même, était fixe et non évolutif. Les plus anciennes impressions xylographiques connues sont des sutras bouddhiques, qui remontent à la seconde moitié du 7e siècle, à l'époque de la dynastie des Tang, sans qu'on puisse les dater exactement. Et le document qui figure ici à l'image est le premier document xylographique comportant un colophon, donc un achevé d'imprimé précis. C'est un vénérable exemplaire de la Sutra du Diamant, découvert dans la prodigieuse bibliothèque secrète des grottes de Mogao. Et à la fin de ce rouleau, dont vous avez ici un passage illustré, un rouleau sacré de 5 mètres de long, se trouvait la mention, je cite, « fait pour libre distribution universelle par Wang Jie, le 13e jour de la 4e lune de la 9e année de l'ère de Xiantong », autrement dit, le 11 mai 868. De la même manière, les caractères d'imprimerie mobile n'ont pas vu le jour sur les bords du Rhin, mais bel et bien sur les rives du fleuve Jaune. Et c'est un nommé Bi Sheng, qui vécut à cheval entre le Xe et le XIe siècle, durant la dynastie des Song, qui aurait mis au point les premiers caractères mobiles, confectionnés à partir de bois ou de porcelaine dure, à un moment où l'art de la céramique argileuse atteignait des sommets techniques dans la Chine impériale. La technique va rapidement essaimer à travers l'Orient. Et à l'heure actuelle, si ces caractères sont des reconstitutions modernes, les plus anciens caractères mobiles d'imprimerie que nous possédions sont ces petits et modestes cubes de bois qui portent des lettres de l'alphabet ouïghour et qui ont été retrouvés, eux aussi, dans les fameuses grottes de Mogao. On les date
du XIIe ou du XIIIe siècle. Alors me direz-vous, là nous sommes encore sur des techniques employant le bois, employant la céramique, mais qu'en est-il des caractères mobiles en métal? Eh bien, c'est également d'Asie que vint ce perfectionnement, mais cette fois-ci de Corée, un certain Shui Yun-yu, qui, au siècle suivant, en 1234, au XIIIe siècle, employa pour la première fois le métal. Voici une reconstitution de ces premiers caractères, et le plus ancien exemplaire encore existant d'un livre imprimé en typographie à caractère mobile vient bien de Corée. Il date de 1377, selon la date indiquée au colophon, et il s'agit d'un exemplaire du Jikji, un traité sur le bouddhisme. Alors cet exemplaire tout à fait vénérable, tout à fait exceptionnel, est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, mais il a été classé au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO en 2001, grâce à une candidature conjointe de la France qui le conserve et de la Corée dont il est originaire. Alors, ayant rendu à César, un César chinois en tout cas, ce qui lui revenait, venons-en maintenant à quelques principes de la typographie européenne. Lors des débuts de la typographie, donc au XVe siècle, les créateurs de caractères étaient également des utilisateurs directs en tant qu'imprimeurs. Ils étaient à la fois typographes et imprimeurs. Une assimilation des tâches d'ailleurs qui va perdurer pendant bien des siècles. Il y avait la volonté de faire coïncider le livre imprimé au plus proche d'un modèle qui était celui du manuscrit médiéval calligraphié. Et vous en avez ici une bonne illustration avec la première édition Princeps, de l'historien latin Valère Maxime, qui a vu le jour en 1471, et dont à quelques distances, eh bien, on ne pourrait presque pas percevoir la nature d'imprimé, tant la proximité est grande et assumée avec les manuscrits médiévaux de la même époque, du XVe siècle, écrits en écriture humaniste et dotés d'initiales enluminées, ou en tout cas décorés ici à l'encre rouge et bleue, comme il était de pratique à l'époque. Il n'empêche que dès ce temps fondateur du XVe siècle, pour créer une police, tout part de la main. La lettre est dessinée de manière sommaire, puis précisée progressivement. C'est un travail long, fin, minutieux, et dicté par 4 principes qui ont été énumérés par le célèbre créateur de caractères Bodoni dans son manuel typographique que nous allons recroiser dans le courant de cette conférence. Voici les tables de la loi du typographe. Primo, l'uniformité et la régularité du dessin, qui consiste dans la compréhension que nombre des caractères d'un alphabet ont des éléments en commun qui doivent se retrouver dans chacun d'eux. Deuxième précepte, l'élégance, unie à la pureté par une juste taille et une finition méticuleuse afin d'obtenir des caractères purs et délicats. Troisièmement, le bon goût. Le typographe doit rester fidèle à une pure simplicité et ne jamais oublier sa dette envers les meilleures lettres écrites par le passé. Je pense que ça nous sera décrit tout à l'heure. Quatrième point, le charme, une qualité difficile à définir, mais qui est présente dans ces lettres qui donnent l'impression d'avoir été écrites avec beaucoup de calme, comme un acte d'amour. Voilà ce que Bodoni écrit au début du XIXe siècle, mais voilà quels ont été les préceptes suivis par ses prédécesseurs depuis le début de la typographie. Alors, ces quelques points généraux ayant été examinés, abordons maintenant le créateur, le père de tous, alors vint Gutenberg. N'est-ce pas un paradoxe que l'homme auquel on doit l'une des inventions les plus majeures de l'humanité et qui devait marquer finalement le passage entre le Moyen-Âge et la Renaissance demeure aussi mal connu? En fait, Gutenberg est une figure qu'on appréhende à travers seulement une petite trentaine de documents archivistiques qui tracent certains moments importants de sa vie. Alors on le voit ici représenté par un de ces peintres romantiques des années 1830. C'est un tableau que vous pouvez retrouver dans les salles du musée de Grenoble. Bien entendu, on est ici dans une figuration tout à fait
reconstitué par le XIXe siècle et sans doute très loin de l'atelier original de Gutenberg, encore que. On sait que Gutenberg vit le jour à Mayence, sur les bords du Rhin, vers 1400, début 15e, sans plus de précision. Le travail, la profession de sa famille est en revanche bien connue. Il s'agissait d'une lignée d'orfèvres, un métier que lui-même se mit à pratiquer, poursuivant son apprentissage à Strasbourg. Alors cette compétence sur les métaux, sur les alliages, explique sans doute ses recherches dans le futur sur les caractères qu'il pourra fabriquer à la fois résistants et reproductibles. Et d'ailleurs, vers 1438, on le voit lancer, on le sait par différents contrats, dans la fabrique de petites enseignes de pèlerinage, dans un alliage associant le plomb et l'étain, et qui était destiné à être vendu aux pèlerins d'Aix-la-Chapelle. Donc vous voyez qu'il y a vraiment cette habitude de travailler les métaux, de les associer, ce qui expliquera sa facilité, en tout cas l'intérêt qu'il aura à la fabrication de caractères mobiles. Après son séjour strasbourgeois, Gutenberg va rentrer à Mayence en 1448, poursuivre ses recherches sur les alliages et, au milieu du siècle, obtenir, pour son grand projet naissant, l'aide financière d'un banquier, Johann Fust, qui va lui avancer en tant que prêteur ou associé, ça ne sera jamais tout à fait très clair, 800 florins d'or, plus une garantie de 300 florins d'or par an pour ses frais généraux. C'est une somme. Et la partie financière de l'accord, finalement, est plus connue que la mise en place concrète du travail de recherche, notamment on appellerait ça recherche et développement aujourd'hui. On connaît donc peu les tâtonnements de Gutenberg, les étapes de l'avancement de son travail, et en réalité, la véritable invention de Gutenberg va être l'association de différentes techniques qu'il va s'employer à perfectionner. Tout d'abord, la question de l'emploi d'une presse à bras. Les techniques asiatiques que nous avons vues jusqu'à présent n'avaient jamais employé cette presse afin de fabriquer donc, les feuilles qui sortaient de leur invention. On avait procédé juste là par des frontons. Donc c'est quelque chose de tout à fait neuf. Gutenberg va également mettre au point une encre d'impression, une véritable encre d'impression utilisant de l'huile de lin et des suites résineux. Il va enfin et surtout mettre au point, vous le savez, la technique de production des caractères en métal, interchangeables et égaux, utilisant un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine, bref, la typographie est née. Avant même de produire la monumentale Bible, qui va porter son nom, Gutenberg s'est essayé, pendant quelques années, à des réalisations plus modestes, une sorte de banc d'essai, en quelque sorte, de son matériel et de sa technologie. Et son atelier va produire des textes courts, dont ne subsistent la plupart du temps que des infimes fragments de pages. Alors on connaît par exemple une édition de la petite grammaire latine de Donat, une autre du poème médiéval Sibyllenbuch, mais surtout des lettres d'indulgence produites pour l'Église en forme d'affichettes. Alors la plus vieille, que vous voyez ici à l'écran, est datée du 22 octobre 1454 et c'est vraiment le premier spécimen d'une œuvre d'imprimerie venant de Mayence. En 1455, il va publier également une indulgence de l'Église pour les pêcheurs participant à la défense de Chypre contre les Turcs. Mais le premier ouvrage complet qui subsiste à ce jour, imprimé par Gutenberg, est probablement justement ce Turkkalender, portant le titre Eine Meinung der Christenheit wider die Türken, une admonestation de la chrétienté contre les Turcs. On est toujours dans ce contexte où les Ottomans font une grande pression du côté de l'Europe orientale et du bassin méditerranéen. Et le seul exemplaire conservé à la bibliothèque de Munich date de 1455. Toutes ces publications que nous venons d'énumérer sont caractérisées par les mêmes caractères typographiques fruits de la création de Gutenberg, qu'on appelle les DK-types, abréviation de Donat Calendar Type. L'apothéose, toutefois, interviendra en 1454-1455 avec la finalisation de la Bible dite à 42 lignes, résultat probable de 2 à 3 ans de travail. Voici l'exemplaire que vous pouvez admirer dans notre vitrine et qui, je le rappelle, est le seul exemplaire de la Bible de Gutenberg conservé en Suisse. Alors la Bible de Gutenberg, il s'agit en fait de 2 volumes, totalisant près de 650 feuillets,
Résultat donc de 3 ans de travail pour 180 exemplaires imprimés. À savoir que dans le même laps de temps, un copiste classique en atelier monastique ou urbain aurait écrit, calligraphié un seul exemplaire de la Bible. Donc vous voyez qu'effectivement, on démultiplie les capacités de production. Sur ces 180 exemplaires, 49 subsistent aujourd'hui de par le monde, et 12 d'entre eux sont encore le tirage de tête, si je puis dire, les exemplaires de luxe qui avaient été imprimés sur vélin. Une lettre du futur pape Pie II, qui s'appelait encore Aina Silvius Piccolomini, atteste la présence de ces grands volumes à la foire de Francfort en 1454. Donc on a vraiment une date de publication, de sortie des exemplaires. Et il faut remarquer pourtant que l'ouvrage, qui était coûteux, qui était plutôt destiné aux institutions monastiques, comme ça a été le cas de notre propre exemplaire, qui vient de l'abbaye de Rothenburg, dont vous pourriez voir l'ex-libris en haut de la page, eh bien, ces exemplaires ont eu du mal à trouver leur public. Et Faust, l'investisseur, le banquier du projet, furieux de ne pas obtenir la rentabilité espérée, poursuivit en justice Gutenberg, qui se retrouva ruiné, tandis que son matériel était saisi. Vous voyez qu'effectivement, la typographie ne nourrit pas forcément son homme. Après avoir monté un nouvel atelier à Bamberg, pendant 2 ans, Gutenberg finalement cessa son activité aux alentours de 1460-1461 pour s'éteindre finalement 7 ans plus tard. L'abbaye de Gutenberg avait été réalisée dans une police qu'on dit gothique de forme, également appelée textura, une écriture qui était alors employée dans les textes liturgiques et principalement dans les missels. Alors, qui réalisa exactement ces caractères gothiques en plomb? Le modèle, le manuscrit utilisé, qui a vraiment servi de modèle, avait, semble-t-il, été fourni par Faust lui-même. Mais évidemment, le travail de gravure releva bel et bien des compétences de Gutenberg, mais il ne fut pas le seul artisan talentueux à être actif au sein de l'atelier de Mayence. Son principal apprenti, puis ouvrier, qui devait d'ailleurs s'associer par la suite à Faust, après les démêlés juridiques dont nous avons parlé, se nommait Pierre Peter Schoeffer, et il employa les fontes mises au point par son ancien patron pour publier une nouvelle Bible, la Bible à 40 lignes, puis livrer en 1457 le fameux Psautier de Mayence que vous avez à l'écran, qui mélangea pour la première fois la gothique textura et une police onciale ronde qui était disponible en plusieurs tailles et dont Schoeffer était le créateur. Et jusqu'à sa mort, en 1503, il a été responsable de plusieurs éditions capitales, donc plusieurs éditions princeps d'auteurs antiques, comme le Valère Maxime, que nous avons vu tout à l'heure en 1471. Alors il est impressionnant de voir à quel point cette technologie naissante a vite atteint des sommets esthétiques, et la Renaissance, inaugurée finalement par l'acte fondateur de Gutenberg, devait présenter une véritable pépinière de pionniers, à la fois typographes, imprimeurs et humanistes. L'un des principaux représentants de cette génération talentueuse est sans conteste le brillant Aldo Manuzio, ou Alde Manus, né en 1449, mort en 1515, qui avait été initié au grec, une langue encore peu connue à l'époque, par les meilleurs professeurs de Ferrare. Il a d'abord commencé comme humaniste sa carrière, en étant le précepteur des propres neveux de Pic de la Mirandole, dont il était d'ailleurs l'ami, et il s'installa à Venise en 1489-1490, il avait donc une quarantaine d'années, pour faire vivre sa passion de l'hellénisme et des textes grecs, mais d'une autre manière, en se faisant imprimeur. Il va pour cela trouver des fonds, mais également s'associer à des graveurs de talent. Et vont commencer leur carrière dans son orbite Francesco Grifo, qui était lui aussi, comme Gutenberg, un fils d'orfèvre surdoué, qui va créer pour Alde Manus une douzaine de jeux de caractères différents. Et un autre nom à souligner, celui d'Andrea Torrazzano, l'un des artisans de lettres les plus renommés de Venise. Dès 1495, un premier ouvrage sort de l'atelier Aldin en grec, c'est une réédition de la grammaire grecque
de Lascaris, qui était déjà un classique à l'époque, et au fil des années suivantes, des éditions princeps, soit latines, soit grecques, vont être proposées, souvent travaillées, mises au point par les plus grands spécialistes, traducteurs et commentateurs, tels Marcille Ficin. Chacune de ces éditions, qui était frappée de l'encre aldine que vous voyez ici, qui est souvent associée avec la devise de l'imprimeur qui était Festina lente, hâte-toi lentement. On a vu certains conseillers fédéraux utiliser ça d'une manière un petit peu plus développée récemment. Eh bien, à l'époque, Aldemanus se hâtait lentement pour mettre au point les meilleures éditions possibles avec les textes, les manuscrits recueillis dans tout le bassin méditerranéen et qui permettaient de faire véritablement de ces impressions des textes de référence. Dans une préface des œuvres du médecin Nicandre, qui était datée du 8 juillet 1499, Alt se disait d'ailleurs effrayé lui-même par l'ampleur des travaux qu'il avait planifiés, une tâche qui, je cite, ne lui laissait pas une heure de repos et dans laquelle il requérait l'aide de Dieu et la persévérance, ainsi que la patience, j'imagine, de ses proches. Alors il faut dire qu'être typographe humaniste était un passe-temps ou une activité relativement onéreuse. Selon le catalogue qui a été mis au point des Libri Graeci Impressi, puisque Alt avait un corpus suffisant pour avoir un catalogue d'éditeurs dès 1498, eh bien la collection des volumes de sa grande et capitale édition d'Aristote, la première édition en grec d'Aristote est aldine, était proposée en prix librairie, avant rabais j'imagine, au prix conséquent de 11 ducats d'or. Raison pour laquelle certains humanistes, et notamment le Bolonais Codrus Urseus, se plaignait la même année d'avoir dépensé pour son Aristote aldin le prix de 10 beaux manuscrits enluminés latins. C'est vous dire qu'effectivement, la typographie coûtait cher. Pensez-vous pour autant que notre Aldemanus fit fortune? Eh bien, pas du tout. À l'heure de sa mort, son catalogue affichait 126 ouvrages sortis des presses, dont pas moins de 27 éditions princeps, et pourtant, il était sur la paille ou peu s'en fout. Alors, Alt a livré tout au long de sa carrière des textes fascinants et pas uniquement des princeps antiques. En 1499, il fit sortir de son atelier un volume qui est considéré comme l'un des plus beaux livres illustrés de toute l'histoire, l'Hypnerotomachia Polyphilie, le songe de Polyphile. Alors, ce texte mystérieux et des plus ésotériques avait été écrit dans les années 1460 par un certain Francesco Colonna, à l'identité d'ailleurs incertaine. Mais cette édition première, cette édition originale de 1499, a été commandée par Alt, par un mécène véronais, Leonardo Grassi. Alors le texte, il faut l'avouer, est à la limite de la lisibilité. Il est écrit dans une sorte de mélange macaronique de latin, d'italien dialectal, avec des fragments d'hébreu, d'arabe, de grec et des hiéroglyphes prétendument égyptiens, ainsi que différents rébus ou énigmes mises en image. Pour ce texte, très difficile, vous le voyez à la composition, Alt employa un caractère romain, qui était une adaptation de la police antiqua, mise au point à Venise par Nicolas Janson, on y reviendra dans un instant. Et il employa une fonte gravée par son ami et collaborateur Francesco Griffo, qu'il avait déjà utilisé pour un autre grand texte humaniste de l'époque, le traité De Aetna du futur cardinal Pietro Bembo. Alors comme vous le voyez, c'est une famille de fontes qui contraste singulièrement avec le gothique employé pour les publications de l'époque, très souvent, totalement dépourvu de ligature, et parmi les autres innovations typographiques de ce Hypnerotomachia Polyphilie, on voit l'apparition simultanée, ce qui est une première, de fragments en grec, en hébreu et en arabe, je le disais il y a un instant, et vous pouvez le voir sur la page de droite à l'écran. La typographie était dans ce livre un véritable jeu, recombiné de façon imaginative avec le corps de texte, utilisant des formes voyez, en cul de lampe, et parfois s'intégrant au sein de l'illustration elle-même, comme dans cet imaginaire monument antique où la typographie est encadrée par un décor architectonique. Mais la grande invention de Aldemanus restait encore à cette époque à venir et à se manifester. Attentif
aux réactions de ses clients. Vous avez vu les plaintes concernant effectivement le prix de ces grands in-folios qui certes rendaient hommage aux auteurs classiques, mais demeuraient très coûteux. Ald va réfléchir à un moyen drastique de baisser le prix des livres en réduisant la taille des publications. Oui, mais voilà, pour faire un ouvrage de poche, on peut s'en faut, eh bien, il faut que le caractère s'adapte. Et ces libelli portatiles, prévus pour le public des académiques et des étudiants, va devoir s'adapter. Répondant donc à la demande d'Ald Manus, son graveur Francesco Griffo va imaginer une typographie inédite avec des caractères romains penchés, ce qui permet de mettre plus de texte sur des pages plus petites, et tout ça sans perdre en lisibilité. Et c'est ainsi que naquit en 1499, décidément une grande année, ce qu'on appelait alors les lettres vénitiennes, et qui, le succès venant, furent par la suite surnommées lettres d'Italie ou italiques, pour rappeler leur origine. Grâce à ces caractères nouveaux, Ald est en quelque sorte le pionnier du livre de poche moderne et va lancer donc ses libelli portatiles avec une grande édition de Virgile qui voit le jour en avril 1501 et qui est devenue légendaire, ou avec ce volume de Dante que vous pouvez admirer actuellement dans les vitrines de notre exposition, et vous voyez ici l'enfer se déployer en italique en 1502. Les innovations mises au point par Ald et par Griffo ont connu une postérité extrêmement longue et ont servi à bien des polices ultérieures, inspirant notamment les créateurs Stanley Morrison avec la police Polyphilus en 1920, ou la Bembo en 1929, ou le créateur Giovanni Martelsteig qui va créer la Griffo en 1930 et la Dante en 1954. Je ne parle même pas de l'italique qui est encore employé et décliné dans bien des polices que nous utilisons au quotidien. Si l'Allemagne et l'Italie avaient donc fourni les premiers grands typographes, la France n'a pas été en reste à cette époque, et l'un des premiers grands typographes français est sans conteste Nicolas Janson, mort en 1481, et qui était à l'origine un graveur de monnaie originaire de Champagne, avant qu'il ne se rende à Venise pour pratiquer l'art typographique dès 1470. Donc une dizaine d'années d'activité, mais avec le résultat d'avoir créé un caractère romain, ici dans l'édition de Diogène Laërce, qu'il va donner en 1475, un caractère romain donc qui est demeuré un modèle de pureté et qui est encore considéré comme l'un des plus parfaits caractères d'imprimerie jamais gravés. Cette police romane optimisait la lecture des caractères tout en minimisant la quantité d'encre, très chère à l'époque, et on compte plus les typographes qui s'en sont inspirés par la suite pendant des siècles, jusqu'au dénommé Stanley Morrison, dont on parlait à un instant, qui, figurez-vous, en 1932, à la demande d'un grand journal anglais, que je ne nommerai pas tout de suite, va créer une police qui est baptisée New Roman, en hommage justement au travail de Janson, et c'est notre actuelle police, Times New Roman, dans laquelle est d'ailleurs composé le texte que je vous lis actuellement, et qui, pendant longtemps, était la police par défaut du logiciel Word. Alors, parmi les disciples de ce champenois se trouvait un autre Français d'une province à l'autre bout de la France, un Breton, qui était installé à Paris et qui se nommait Claude Garamond. 1499, l'année même de l'Hypnerotomérica Polyphilie, 1561. Alors au départ, il a été un apprenti, il a fait ses classes chez le tailleur de caractères Antoine Augureau, qui était par ailleurs libraire et imprimeur. Je vous ai expliqué qu'effectivement, le typographe avait souvent des métiers parallèles. Garamond a été reçu maître et il va obtenir en 1540 une commande royale qui va assurer la postérité de son nom. On lui demande de graver des poinçons pour 3 types de caractères grecs à destination de l'imprimeur du roi Robert Étienne. Pour dessiner ce qu'on appellera plus tard les Grecs du roi, Garamond s'inspire de l'écriture d'un maître calligraphe crétois, mais actif à la cour de France, Ange Vergès, qui a livré notamment le manuscrit des Centons d'Eudoxie que vous trouverez dans les vitrines de notre musée, qui fut offert à Henri II de France.
Alors, ces lettres grecques se caractérisent par un nombre très important d'esprits, d'accents, de ligatures, qui les rendent certes extrêmement élégants, mais pas forcément faciles à composer. Mais les Étienne, qui vont être les utilisateurs de ce matériel typographique, s'y entendaient à merveille. Alors, ce qui est drôle avec ces Grecs du roi, c'est que leur histoire va croiser celle de Genève. En effet, lorsque les Étienne, qui étaient protestants, vont se réfugier un temps à Genève, ils emportent avec eux les poinçons et les matrices des Grecs du roi, et il faudra que Louis XIII, quelques décennies plus tard, les rachète pour récupérer ce matériel qui était une fierté nationale, afin de le verser à la toute nouvelle imprimerie royale. Et aujourd'hui, on dispose encore des originaux de ce matériel typographique conservés au cabinet des poinçons de l'imprimerie nationale. Les Grecs du roi sont aujourd'hui classés monuments historiques. Mais Garamond a également dû sa célébrité à des caractères romains, dont la qualité a été saluée dans l'Europe entière et qui sont devenus le matériel privilégié des éditions d'auteurs latins, par exemple, de la Renaissance. Ces lettres fines, fluides, élégantes, connurent par la suite de nombreuses déclinaisons et recréations jusqu'à nos jours, en parallèle avec une reprise du XVIIe, celle du très oublié Jean Janon, qui en fait est à la source de pas mal des reprises ultérieures. Aujourd'hui encore, parmi les 2 ou 3 polices qui sont acceptées dans les travaux universitaires, notamment à l'université de Genève, eh bien le Garamond conserve effectivement cette vedette, sa bonne place, et son italique, l'italique de Garamond en revanche, a eu beaucoup moins de succès à l'époque. Notons, pour finir, une particularité intéressante pour nos consommables d'imprimante. Alors figurez-vous qu'en raison de cette finesse de caractère, la Garamond, paraît-il, est extrêmement économe. Ça devait être apprécié au XVIe, ça l'est encore aujourd'hui, et j'ai trouvé la mention d'une étude américaine de 2014 qui a été commanditée par le gouvernement fédéral et qui propose d'abandonner les polices Times New Roman ou Century Gothic au profit de la bonne vieille Garamond de la Renaissance pour toutes les publications et courriels gouvernementaux, car à l'impression, on pourrait, dit le rapport de 2014, économiser 136 millions de dollars par an en réduisant de 30% les dépenses d'encre du gouvernement américain. Donc je pense que ça s'applique à tous les gouvernements. Il y a peut-être, grâce à Garamond, l'optique de faire quelques économies budgétaires. Après la mort de Garamond, en 1561, la plupart de ces matrices et de ces poinçons passèrent à un autre grand nom, un compatriote français, mais installé aux Pays-Bas, le Tourangeau, Christophe Plantin, dont vous avez ici la représentation par Rubens. Alors Rubens, notre ami Plantin, avait commencé sa carrière d'imprimeur en 1550, lui aussi était un artisan à la base. Il s'était orienté vers la typographie et l'imprimerie, et il s'était fait petit à petit, en s'implantant aux Pays-Bas, une spécialité des éditions en langues orientales, en mettant d'ailleurs au point les polices voulues, qui étaient des créations de sa part. Il a édité des bibles en hébreu, en syriaque, en grec, en latin, en néerlandais et en français. Et en 1570, fort de cette expérience, il se voit confier par le roi d'Espagne Philippe II le titre d'architypographe du roi, Prototypographus Regius, chargé de l'inspection des imprimeries dans les Pays-Bas espagnols, mais également de la publication d'un monument typographique et théologique, une édition de la Bible polyglotte présentant des versions hébraïques, syriaques, nous l'avons vu lors de la précédente journée consacrée au syriaque, aux polices syriaques, version chaldéenne, version grecque, latine évidemment des Saintes Écritures. Donc c'est un travail tout à fait extraordinaire qui va être mené par des équipes de théologiens, mais également par Plantin en tant que typographe, qui va donc fournir des caractères et des polices pour l'occasion, afin de faire paraître ce livre en 1572. Alors sous la devise l'enseigne Laboré et Constantia, par le travail et la persévérance, l'Officina Plantiniana, donc l'imprimerie plantinienne, était l'une des principales d'Europe, mettant au point ces polices, employant pas moins de 22 presses typographiques,
qui était employée et actionnée par 160 ouvriers. Vous voyez à quel point c'était effectivement quasiment une imprimerie au sens contemporain par le nombre d'intervenants. Alors si l'entreprise est passée au beau-fils de Plantin après sa mort, il s'appelait Jean Moretus, l'activité va être poursuivie par la descendance jusqu'en 1876 et aujourd'hui, si vous vous rendez à Anvers, vous pourrez visiter les locaux transformés en musée, le musée Plantin-Moretus, qui conserve toujours précieusement le matériel typographique qui était employé à cet âge d'or. Alors l'âge d'or justement de la presse en Hollande, c'est sans doute le XVIIe siècle, avec l'activité à Amsterdam et à Leyde des Elzévirs. La saga des Elzévirs, c'est une véritable dynastie. Elle va commencer avec le patriarche Louis Elzévir, natif de Louvain. Il quitte sa ville natale, il s'établit à Leyde comme relieur, libraire, imprimeur, et ses 5 fils vont reprendre eux aussi l'activité familiale répartie entre les villes de Leyde et d'Amsterdam. Au total, une douzaine d'imprimeurs de la famille des Elzévirs ont exercé leur art en Hollande dans le courant du XVIIe, dont 6 particulièrement talentueux ont livré de magnifiques éditions. Alors, les Elzévirs, à Leyde, étaient notamment les imprimeurs jurés de l'université et se sont spécialisés dans l'édition de classiques latins destinés aux étudiants notamment. Et comme Aldemanus, il leur a fallu procurer des ouvrages maniables dans un format petit, in-12, c'est environ la taille d'un iPhone, qui nécessita la mise au point d'une nouvelle police. Alors vous en avez ici une représentation que j'ai tirée de nos rayons, à part un qui est vraiment sur grand papier, vous voyez qui dépasse d'au moins 2 cm ses frères cadets, et voici des impressions latines qui sortent de l'atelier des Elzévirs. Cette police était dotée d'un empattement triangulaire. Donc, au bas des lettres, il y avait effectivement une petite forme triangulaire qui donnait de la lisibilité et permettait en même temps d'utiliser un corps, une taille de caractère plus petite. Et on aboutissait à des textes d'impression extrêmement soignés, extrêmement lisibles, mais qui permettaient de compacter sur les pages le maximum de données avec des marges relativement courtes, aboutissant à des ouvrages bon marché, le prix ne dépassant pas 1 florin, ce qui était véritablement un succès. La famille Elzévir va ainsi imprimer près de 2000 volumes entre 1583, ça on est au tout début de l'activité avec Louis Elzévir, et 1712, la date du décès du dernier survivant de la famille, Abraham de Elzévir. Alors ces ouvrages comportaient des textes en latin, en néerlandais, en italien, français, allemand, grec classique, hébreu, sur les sujets les plus différents, qui passaient de la géographie aux belles lettres en passant par la théologie. Donc c'est véritablement un pan de l'histoire européenne de l'impression qu'ont ouvert les Elzévirs. Et parmi les grandes réussites qu'il faut noter, on peut parler de leur édition du Virgile de 1636, l'une de leurs plus belles productions, ou du Pline l'Ancien en 3 volumes de 1635, qui sont toujours considérés comme de véritables chefs-d'œuvre de la typographie. Alors ce format de petite taille permettait aussi de faire circuler les ouvrages en contrebande. Et à partir de là, beaucoup d'auteurs qui souhaitaient faire imprimer en dehors du royaume de France des textes un peu subversifs, ou en tout cas dont on savait qu'ils ne passeraient pas la barrière de la censure, ont employé les Elzévirs comme atelier pour leur production. Alors ça peut aller aussi bien des maximes du duc de La Rochefoucauld, qui avaient été volées à leur auteur et publiées en douce en 1664, ou cette édition du Festin de Pierre, qui voit le jour donc à Amsterdam en 1683, et qui est en fait le texte non censuré du Don Juan de Molière, qui en France va voir la censure utiliser les ciseaux pour faire évacuer différents passages litigieux. Et bien la version d'origine arrive chez les Elzévirs qui vont en donner cette édition hollandaise, souvent publiée, alors là c'est pas le cas, mais ils employaient souvent pour les textes subversifs un pseudonyme afin de ne pas être mis en cause directement, et ce pseudonyme était celui de Pierre Marteau, ce qui donne bien une idée de la nature et de l'impact qui était souhaité de ces textes. Alors au XIXe, les Elzévirs vont faire l'objet d'une collection passionnée et vont atteindre des prix très élevés, surtout quand il s'agit de textes importants comme ce Molière. Le présent exemplaire des Tragédies de Sénèque, dans une édition de 1678, et vous voyez l'échelle avec les crayons qui sont posés à côté, présente
des marges tout à fait brutes. Et vous voyez qu'en fait, on a le trait de coupe, en tout cas la limite effectivement du matériel typographique, qui reste présenté sur ces pages qui n'ont pas été rognées, alors qu'au 19e, en général, on ponçait les côtés du livre pour les dorer à la feuille. Là, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'on préservait religieusement les textes elzéviriens lorsqu'ils parvenaient entre les mains des collectionneurs en n'ayant pas été touchés. Donc ils étaient brochés, on leur gardait effectivement, ils étaient reliés sur brochure, comme on le dit, et le but était d'avoir les plus grands exemplaires possibles de ces petits livres. Vous voyez, c'est un côté maniaque du collectionneur, mais bon, comme j'en suis un, je peux le dire également. Et donc Charles Nodier, le grand auteur romantique, a raconté avec humour, dans son conte Le Bibliomane, cette folie des elzévirs. Je vais me permettre de vous lire ce passage où le collectionneur fanatique, qui se nomme Théodore, est sorti avec un ami. Ses pales l'ont porté vers la salle de vente à Drouot, et il est arrivé après la fin des enchères. Et tout à coup, il se voit décrire par le commissaire-priseur les trésors qu'il a manqués, et là, tout à coup, il est tétanisé. Je lis. Théodore avait cessé d'écouter. Il venait de mettre la main sur un volume d'assez bonne apparence, auquel il s'était empressé d'appliquer son elzéviromètre, c'est-à-dire le demi-pied, divisé presque à l'infini, avec lequel il réglait le prix, hélas, et le mérite intrinsèque de ses livres. Il le rapprocha 10 fois du livre maudit, vérifia 10 fois l'accablant calcul, murmura quelques mots que je n'entendis pas, changea de couleur encore une fois et défaillit entre mes bras. J'eus beaucoup de peine à le conduire au premier fiacre venu. Les instances, pour lui arracher le secret de sa subite douleur, furent longtemps inutiles. Il ne parlait plus. Les paroles ne lui parvenaient pas. C'était le typhus, le paroxysme du typhus du bibliophile. Je le pressais dans mes bras, je le continuais de l'interroger, et il parut céder à un mouvement d'expansion. « Voyez en moi, me dit-il, le plus malheureux des hommes. Ce volume, c'est le Virgile de 1636, en grand papier, dont je pensais avoir l'exemplaire géant, et celui-là l'emporte sur le mien d'un tiers de ligne de hauteur. Des esprits ennemis ou prévenus pourraient même y trouver une demi-ligne. Un tiers de ligne, grand Dieu !» Je fus foudroyé, je compris que le délire le gagnait. « Un tiers de ligne !» répéta-t-il en menaçant le ciel d'un poing furieux comme Ajax ou Capané. Je tremblais de tous mes membres. Il tomba peu à peu dans le plus profond abattement. Le pauvre homme ne vivait plus que pour souffrir. Il reprenait seulement de temps en temps un tiers de ligne en se ronchant les mains, et je redisais tout bas, foin des livres et du typhus du bibliomane. Tranquillisez-vous, mon ami, soufflai-je tendrement à son oreille chaque fois que la crise se renouvelait. Un tiers de ligne n'est pas grand-chose dans les affaires les plus délicates de ce monde. Pas grand-chose, s'écria-t-il. Un tiers de ligne au Virgile de 1636? Mais c'est un tiers de ligne qui a augmenté de 100 louis le prix de l'Homère de Nerly chez M. Descottes. Un tiers de ligne, compteriez-vous pour rien un tiers de ligne du poinçon qui vous perce le cœur. Sa figure se renversa tout à fait, ses bras se raidirent, ses jambes furent saisies d'une crampe aux ongles de fer. Le typhus du bibliophile gagnait visiblement ses extrémités. Je n'aurais pas voulu allonger d'un tiers de ligne le court chemin qui nous séparait encore de la maison. Un bibliophile de ses amis arriva un instant après. On lui dit que Théodore était agonisant et que depuis un quart d'heure, il avait perdu la parole. « Je m'en vais assurer, » répliqua l'amateur. « Théodore, à quelle faute de pagination reconnaît-on la bonne édition du César Elzévir de 1635 » demanda-t-il. « 153 pour 149. Très bien. Et celui du Terence Elzévir de la même année 108 pour 104. Tiens, dis-je, les Elzévirs jouaient de malheur cette année-là sur les chiffres. Ils ont bien fait de ne pas la prendre pour imprimer leur logarithme. À merveille, continua l'ami bibliophile de Théodore. Si j'avais voulu écouter ces gens-ci, je t'aurais cru à un doigt de la mort. À un tiers de ligne, répondit Théodore, dont la voix s'éteignait par degrés. De nos jours encore, la police a empêtement triangulaire des Elzévirs, si elle ne crée plus de typhus du bibliophile comme nous voulons le lire, n'est plus guère utilisée, il faut le reconnaître. Mais elle a au moins donné son nom à toute la famille typographique des nombreux caractères à empattement triangulaire qui ont été créés à sa suite. Venons-en maintenant à trois figures qui se trouvent plus ou moins à cheval entre le siècle des Lumières, ça c'est notre ami Nodier, entre le siècle des Lumières et celui de la Révolution industrielle, pour observer trois figures de cette typographie moderne naissante. L'élaboration des nouvelles polices agitait alors l'Europe entière et chaque royaume voulait se prévaloir
d'héberger un grand talent typographique. Et on peut penser par exemple à Madrid, à l'imprimerie d'Ibarra, où nous n'en parlerons pas, et nous ne retiendrons que 3 noms, un anglais, un italien et un français, auxquels sont restés attachés 3 polices célèbres, Baskerville, Bodoni et Didot. Alors John Baskerville, il était actif à Birmingham. Il voit le jour en 1706, il s'éteint en 1775. Et figurez-vous qu'au début, il a été surtout un inventif fabricant de papier, qui vers 1750 va perfectionner un procédé donnant un papier gommant les irrégularités de surface. Et ce papier, cette qualité ainsi obtenue, a été nommé le papier vélin, en référence à ce parchemin de très bonne qualité, très fin, qu'on utilisait à l'époque médiévale. Mais il va également se distinguer par ses talents d'imprimeur, une nouvelle fois, et de typographe, en s'associant au graveur de poinçons John Handy. Il est devenu l'imprimeur officiel de l'université de Cambridge et il va publier tout un ensemble de monuments typographiques comme la splendide Bible in folio de 1763, mais surtout sa série des grands poètes latins antiques, dont voici l'illustration dans les collections de la Fondation Bonne Mère. Et parmi ces réalisations, il y a surtout le Virgile de 1757, dans laquelle sera employée l'une des premières fois la fameuse police Baskerville dont je vous parlais à l'instant. Vous voyez la perfection de cette mise en page, de cette lisibilité sur un volume in quarto. Et puis un autre grand texte de cette collection des antiques, ça va être l'Horace, publié en 1770, toujours à Birmingham, avec les mêmes caractères. Donc cette police, cette typographie Baskerville, mise au point en 1757, gravée par son associé Handy, eh bien c'est une police d'écriture avec empattement, dont le style ressort des styles dits transition, c'est-à-dire que l'objectif était de raffiner les caractères anglais à l'époque existants, qui avaient eu un goût, une époque, un goût pour une forme d'archaïsme délibéré, qui était très populaire en Angleterre. Et donc là, Baskerville, lui, va au contraire privilégier l'élégance, le contraste entre plein et délié, rendre les empattements plus affûtés, plus effilés, et faire en sorte que les traits arrondis, plus circulaires des lettres, plus réguliers, accentuent à la fois la cohérence de taille et de forme, et donc permettent une lisibilité, un plaisir de l'œil qu'on constate très bien en fait sur ces caractères d'une grande élégance. La police Baskerville a fait l'admiration de celui qui était à l'époque un membre éminent de la Royal Society of Arts, qui était Benjamin Franklin, imprimeur de métier, ne l'oublions pas, avant d'être un des pères fondateurs des États-Unis, et qui rapporta ses productions anglaises dans les colonies américaines, où elles furent plus tard adoptées pour les publications du tout nouveau gouvernement fédéral qui donc a employé la police Baskerville dans ses débuts. Et après la mort de Baskerville lui-même, les caractères furent rachetés en bloc par un autre éminent personnage du temps, Beaumarchais, qui les employa pour sa très belle édition des œuvres complètes de Voltaire, qu'on appelle l'édition de Kehl, du nom de la ville où ils ont été publiés en 1785, et dont vous avez ici quelques représentations. Alors de nos jours encore, cette police Baskerville est demeurée célèbre dans le monde de l'édition des livres. Plusieurs répliques, recréations ou variations ont vu le jour au fil des années, depuis les années 20. Un autre personnage important de ce à cheval entre le 18e et le 19e, c'est Giambattista Bodoni, mort en 1813, qui après avoir fait ses débuts à l'imprimerie de la Propaganda Fide de Rome, va être engagé comme directeur de l'imprimerie ducale de Parme en 1768, il a tout juste 28 ans. Au sein du vieux palais ducal de la Pilota, il va créer une fonderie de caractères, bientôt célèbre dans toute l'Europe, et qui va voir la création du caractère Bodoni en 1798. Alors c'est un personnage qui s'est lancé dans des projets extraordinaires, notamment dans le cadre de la polygraphie polyglotte, en mettant par exemple au point en 1775 les Epithalamia Exoticis Linguis Redita, qui est un grand in-folio majestueux mis au point pour les noces du prince Charles-Emmanuel de Savoie. C'était un cadeau du duc de Parme.
Et cet ouvrage extraordinaire comporte 77 pages de pièces encomiastiques, dont 51 composées en caractères exotiques, étrangers, comme on trouve de l'hébreu, du syriaque, de l'arabe, du copte, sans compter de l'étrusque, du punique ou du palmyrien, comme vous l'avez sur cette photographie. Donc des langues dont l'étude était tout juste redécouverte, on était à la naissance, et donc associé à des professeurs et à des philologues, il met au point donc différentes inscriptions dans ces idiomes impressionnants. Alors, un autre grand travail de Bodoni, qui peut être considéré comme, je cite, un travail fondamental, un second manuel typographique, c'est Hugh Brooks qui en parle, hein, c'est un des bibliographes de Bodoni, c'est l'Oratio Dominica de 1806, autrement dit, le Notre Père, transcrit en 150 langues, avec évidemment, là encore, des polices différentes. Il a fallu que Bodoni, en seulement un an, dessine et fonde 215 polices de caractères qui, pour certaines, n'avaient jamais été mises au point. Et puis là, on le voit utiliser sa propre police, la Bodoni, pour une transposition, une traduction du Notre Père dans des idiomes africains ou sud-américains, ici par exemple le Mochica. Alors le travail de Bodoni, distingué par de nombreux grands personnages, a été mis à l'honneur sous l'Empire pendant l'occupation française, et son Himalaya typographique fut sans doute l'Iliade, qui voit le jour en 1808, dédié à Napoléon et tiré à une centaine d'exemplaires seulement, qui est le résultat de 5 ans de travail pour mettre au point ces polices de grec. Alors impressionné par la publication, le maréchal Murat, roi de Naples, un beau-frère de Napoléon, lui passe commande d'une série de classiques français, et on va ainsi voir paraître, entre autres, un Boileau que la veuve de Bodoni finira d'imprimer un an après la mort de son époux, en 2 volumes, en 1814, et le volume lui-même était déjà en cours de façonnage en 1811, et c'est Stendhal qui, en 1811, visitant l'atelier de Bodoni, apprend, stupéfait de la bouche même du typographe, qui travaillait déjà sur ce volume, que la seule page de titre de ce Boileau avait demandé à Bodoni 6 mois de travail. La voici, et vous en apprécierez l'équilibre et la perfection. Alors Bodoni, à sa mort, laissait une sorte de testament professionnel, son Manuale Typographico, qui va comprendre effectivement les secrets de sa principale police, qu'on appelle la Bodoni, un caractère néoclassique avec empattement qui fait vraiment partie de ces polices modernes que l'on connaît et qu'on apprécie encore aujourd'hui. Finissons cette galerie de portraits des grands typographes de jadis avec un Français, qui est Didot, ou plutôt les Didot, puisqu'il formait une dynastie d'imprimeurs et de typographes qui remontait à François Didot, qui était l'ami, l'éditeur de l'abbé Prévost dans la première moitié du XVIIIe siècle, et la famille reste encore aujourd'hui en activité après 3 siècles. Mais le plus éminent représentant de la lignée, eh bien c'est celui-ci, c'est le petit-fils du fondateur, Firmin Didot, qui meurt en 1836. Aux côtés de son père, François Amboise, aux côtés de son frère, Pierre, il va se distinguer comme graveur et fondeur, mettant au point le procédé technique de l'édition stéréotype, qui va notamment lui faire remporter le grand marché révolutionnaire de la fabrication des billets de banque, des assignats de l'époque. Alors c'était un lettré, traducteur de Virgile, traducteur de Théocrite, et il va mettre au point une police néoclassique à nouveau à empattement que son frère Pierre va employer entre 1784 et 1811. C'est ce qu'on appelle la police Didot. Elle est caractérisée par son épuration, ses contrastes, la finesse des empattements, on en parlait tout à l'heure, et elle constitue en fait une sorte de référence typographique pendant longtemps de typographie à la française, qui est assez emblématique des textes du XIXe siècle, avec son aspect très droit, stable, assez formel. Elle va être massivement employée jusqu'au XXe siècle, et même à la fin du XXe siècle, pour de nombreux imprimés réglementaires, à commencer à l'époque par la Constitution française de 1791, que vous voyez ici sortir de l'imprimerie de Didot l'aîné, mais également pour les manuels scolaires et une grande partie de l'édition scientifique. Alors, à ces textes très sérieux, je vous rassure, les Didot ont rajouté aussi des productions plus littéraires, plus légères, et par exemple, la première édition d'un best-seller de l'époque, le fameux Paul et Virginie
de Bernardin de Saint-Pierre, sort des presses de l'imprimerie de Monsieur Frère du Roi, mais imprimé justement par Didot avec la police Didot. Donc cette Didot va influencer durablement l'art typographique, connaître de nombreuses variantes, de nombreuses reprises, dans cette famille de polices typographiques qu'on appelle aujourd'hui les Didones, et qui ont été des sources d'inspiration jusqu'à des graphistes très contemporains. Alors, l'informatique a un peu sonné son glas, puisque la résolution des écrans ne permet pas forcément de donner un bon rendu à cette police, mais elle n'en demeure pas moins l'un des monuments typographiques de ces siècles passés. Alors, comme nous avons pu le voir, entre le XVe et le début du XIXe siècle, alors que s'ouvre cette ère moderne et contemporaine qui fait que nous quittons nos rayons pour passer dans les salles de cours de l'école, nous avons pu observer comment ces polices se sont améliorées, se sont façonnées au fur et à mesure des éclairs de génie des créateurs qui ont été les leurs, mais aussi comment elles façonnent notre quotidien, puisque quand vous ouvrirez votre ordinateur et que vous irez dans le menu scrollable de votre logiciel Word, vous retrouverez pas mal d'entre elles, alors qu'elles fêtent bientôt leurs 500 ans. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous profiterez de cet après-midi typographique à la Fondation Martin Bonnemer. Encore merci.